Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Apparaître très prochainement le double disque du guitariste Philippe Mouratoglou qui réunit quelques-unes des voix les plus singulières du XXe siècle. Il est aujourd'hui avec moi pour nous parler de ce disque qui dessine un parcours sensible à travers les esthétiques et les époques. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Sandrine. On n'a pas dit l'essentiel. Quel est le titre de cet album ? Alors le titre de cet album, il est emprunté à un livre d'André Breton. Oui. Donc c'est Arcane 17, qui est un livre d'André Breton qu'il a écrit en 1944. Oui. C'est le livre les plus denses, donc Breton, un des créateurs du surréalisme, comme chacun le sait. Oui. Et l'Arcane 17, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une carte du tarot. Oui. Et c'est un des 22 arcanes du tarot, donc le numéro 17 évidemment, qui est l'étoile, qui symbolise l'élan vital, la créativité. Et quelque part, c'est ce qui relie pour moi tous les compositeurs qui sont présents sur ce nouveau disque, cette idée vraiment de créativité. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce titre à ce disque. Et quelque part, ça rejoint ma volonté de montrer la diversité du répertoire pour guitare, notamment au XXe siècle, puisque la guitare a souvent cette image d'instrument qui a un répertoire assez pauvre, boudé par les grands compositeurs. Et en faisant un disque qui réunit Villa-Lobos, De Falla, Brouwer et bien d'autres, je veux juste apporter une petite pierre pour montrer que cette idée est une idée fausse. Parler surtout de leur créativité, de la richesse aussi de leur travail. Ah oui, tout à fait. C'est des compositeurs qui ont plus de choses en commun que de différences, à mon avis, puisqu'ils sont ils s'inscrivent tous dans une certaine avant-garde, contrairement à d'autres compositeurs qui sont plus néoclassiques, comme ceux qu'affectait Andrés Segovia à l'époque. Donc bien sûr, c'est vraiment un hommage à la créativité de ces musiciens qui ont beaucoup œuvré pour donner à la guitare ses lettres de noblesse au XXe siècle. Et en même temps, une vraie singularité pour chacun. C'est ça qui est aussi intéressant dans la découverte de ces compositeurs et de leurs œuvres. Ah oui, comme tous les grands compositeurs, ils ont vraiment leur patte, leur style. C'est vrai que Takemitsu et Villa-Lobos sont là deux univers très différents. Léo Brouwer, c'est encore autre chose. Mais c'est des compositeurs qui avaient des liens entre eux. Brouwer et Takemitsu étaient amis, ils correspondaient. Encore une fois, ils ont plus en commun que de différences. Après, la singularité de chacun, là, c'est mon travail d'interprète de la mettre en évidence en respectant au maximum le texte des compositeurs et puis en essayant de se débarrasser toujours des résidus, des automatismes stylistiques, techniques, psychologiques, pour avoir une lecture la moins superficielle possible. Ce disque est construit comme une succession d'hommages, c'est ça ? Oui, alors c'est ça. C'est une idée qui m'a été soufflée, si je puis dire, par la pièce de Manuel de Falla qui clôt le disque, qui est un hommage à Claude Debussy, une pièce que de Falla a écrite à la mort de Debussy, à la demande de la revue musicale. Et je me suis rendu compte que cette idée d'hommage ou de référence était présente dans beaucoup des pièces que j'avais choisies. Oui. Par exemple, le Prélude 3 de Villa-Lobos, c'est un hommage à Jean-Sébastien Bach. Dans le Folio numéro 3 de Takemitsu, on trouve une citation de la Passion selon saint Matthieu de Bach, toujours. Brouwer, dans son Prélude épigrammatique numéro 1, s'inspire d'un poème de Miguel Hernández. Et même Breton, d'ailleurs, si on va jusque-là, dans la dernière phrase de son livre Arcane 17, « Ma seule étoile vit », c'est une référence absolument explicite à Gérard de Nerval, qui, dans son poème très connu, El Shadow, dit « Ma seule étoile est morte, mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie ». Sublime, d'ailleurs. Oui. Donc cette idée d'hommage était vraiment présente déjà au départ, et j'ai eu l'idée d'y rajouter mes propres hommages, notamment en écrivant 3 pièces. J'ai repris l'idée de Brouwer à partir de 3 poèmes de Miguel Hernández, donc poète espagnol de la première moitié du XXe. Et j'ai également fait un hommage à Blind Willie Johnson, qui est mon bluesman préféré. Oui. Un hommage assez distancié, c'est vraiment une évocation de son univers. Et c'est ma manière d'évoquer également le blues, donc indirectement le jazz et le rock, puisque ça m'aurait semblé curieux dans un disque qui rend hommage aux grands créateurs musicaux et pour guitare du XXe siècle. Ça aurait été étrange de ne pas mentionner ces musiques-là, qui sont quand même des innovations majeures, au même titre que d'autres, dans la musique du XXe siècle. Et quel rapport vous entretenez, vous, avec ce répertoire que vous avez enregistré pour le disque ?
J'entretiens un rapport assez intime, puisque pour la plupart des pièces de ce disque, ce sont des pièces que je joue depuis assez longtemps. Pas toutes, mais la plupart. Donc ce sont des pièces auxquelles je peux vraiment m'identifier, ce qui est important. Le travail d'un interprète, c'est vraiment comme le travail d'un comédien. On a besoin de s'identifier le plus possible. Enfin, de l'intégrer aussi. Ouais, de l'intégrer, de vraiment s'identifier, comme si on en était presque le propre compositeur. Oui. Ce qui est impossible, mais on essaie de se rapprocher le plus possible. Donc j'ai un rapport très intime à ce répertoire, tout en maintenant une certaine distance, puisque je garde toujours un espace de liberté. Ça, c'est une sorte de constante dans mon travail. Par rapport à ce répertoire, en ne m'interdisant pas d'écrire de la musique ou d'improviser, comme je le fais dans ce disque, ou comme je le fais en duo avec Jean-Marc Folz, ou en trio avec Bruno Chevillon, Ramon Lopez. C'est la guitare qui permet ça aussi? C'est cet instrument qui est extrêmement vivant au XXe siècle? Bien sûr, c'est un instrument qui est extrêmement souple, qui est présent dans tous les styles musicaux, et puis qui est vraiment l'instrument roi notamment du blues et du rock. Donc il a une place à part, qui le dessert un petit peu parfois, puisque c'est un instrument, pour certains, qui garde une image d'instrument populaire, alors que la guitare a cet aspect-là, bien sûr, mais c'est aussi un instrument tout à fait noble qui a un grand répertoire au XXe siècle. Et on en revient donc à ce qu'on disait en débutant ce podcast, en fait. C'est la créativité, c'est la richesse des influences, de ce qui a été donné par les compositeurs qu'il faut retenir. Oui, c'est ce que si on devait retenir quelque chose de ce disque, j'aimerais que ce soit ça, c'est-à-dire encore une fois, la guitare est un des instruments, je le répète, qui a le répertoire le plus riche qui soit. Et pour lequel de très grands compositeurs ont écrit. Là, dans ce disque, on n'a qu'un échantillon, évidemment, puisque si on voulait faire, c'est pas une anthologie de la guitare au XXe siècle, il faudrait faire 10 disques pour ça, ou 20, ou 30. Oh, vous avez du travail, alors. J'ai encore du travail. Il ne faut pas oublier que Britten, Berio, Elliott Carter ont écrit pour la guitare, Rodrigo, évidemment. Enfin, il y en a bien d'autres grands compositeurs qui ont écrit pour guitare au XXe siècle. Un grand merci Philippe, et merci à vous qui nous avez regardés ou écoutés. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode sur les réseaux, vous nous aiderez grandement à faire connaître ce disque et la musique qui est enregistrée. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.